Qu'est-ce que l'uranium enrichi? À quoi ça sert d'enrichir l'uranium? Comment enrichit-on l'uranium? Le Brésil a-t-il la technologie pour faire cela? Aujourd'hui, dans notre spécial sur l'uranium enrichi, vous allez découvrir la réponse à toutes ces questions et à quelques autres. Le monde entier en parle et ce n'est pas pour rien. Il y a une grande concurrence pour ce matériau. Regardez, les États-Unis retirent de l'uranium hautement enrichi du Venezuela. L'Iran pourrait enrichir l'uranium à 90% en cas de nouvelles attaques, déclare un parlementaire. Trump soutient que seuls les États-Unis et la Chine peuvent retirer l'uranium enrichi d'Iran. Mais allons-y, l'uranium est un élément chimique que l'on trouve dans les roches. Il est ici, regardez, c'est le numéro 92 du tableau périodique. Et il porte ce nom parce qu'il a été découvert à peu près à la même époque que la planète Uranus. Donc, d'ailleurs, dans le tableau périodique, il y a une séquence ici avec uranium, neptunium et plutonium. Comme dans le système solaire avec Uranus, Neptune et Pluton, l'uranium n'est pas si rare. Ces roches contenant de l'uranium se trouvent dans de nombreux pays, dont le Brésil. Si vous en preniez en main, c'est un métal très dense et lourd. Et lorsqu'il réagit avec l'oxygène, il peut former des composés colorés, comme vert, jaune. C'est pourquoi pendant longtemps, l'uranium a été utilisé comme colorant. Les gens l'utilisaient dans le verre et la céramique. J'ai même réussi à acheter une assiette ancienne qui est en uraline. C'est ce verre avec un peu d'uranium. Ce n'est pas super radioactif, d'accord? Mais ce qui est cool, c'est qu'il brille sous la lumière noire. D'ailleurs, quand vous voyez des images d'uranium brillant, c'est à cause de ça. Parce qu'il est fluorescent, comme un surligneur fluorescent, vraiment. Cela ne signifie pas que l'uranium peut éclairer quelque chose, contrairement à d'autres substances radioactives, comme le césium, qui émettent leur propre lumière. De nos jours, on n'utilise plus beaucoup l'uranium pour ces choses-là, parce qu'on a découvert que c'était un élément chimique toxique et radioactif. Mais il est très utile, et peut-être que vous ne pouvez regarder cette vidéo en ce moment que grâce à l'uranium. Son usage principal aujourd'hui dans le monde concerne les centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Voyons comment cela fonctionne, car on pourrait penser par exemple qu'il suffit de brancher une prise dans l'uranium. De l'énergie va en sortir, mais ce n'est pas si simple. Sauf pour les centrales solaires, où la lumière suffit à produire de l'énergie sans mouvement. Pratiquement toutes les autres dépendent d'un générateur qui tourne. Donc, si on prend la centrale hydroélectrique par exemple. On est allé à Itaipú il n'y a pas longtemps. L'eau passe par une turbine qui fait tourner le générateur. Dans la centrale éolienne, c'est la même chose. Le vent fait tourner les pales là-bas, qui font tourner le générateur. Dans la centrale thermique, c'est pareil, on chauffe l'eau, elle passe par une turbine qui fait tourner le générateur. La centrale nucléaire, c'est pratiquement la même chose. C'est un type de centrale thermique. Autrement dit, il faut chauffer quelque chose pour faire tourner les turbines. Sauf qu'au lieu de brûler du diesel, au lieu de brûler du charbon, au lieu de brûler du bois ou quoi que ce soit de ce genre, on chauffe l'eau en utilisant une réaction nucléaire. Mais l'uranium est très célèbre. Probablement pas à cause des centrales, mais à cause des bombes nucléaires. Il sert aussi souvent de combustible. Généralement, c'est de lui que vient l'énergie pour que ces explosions aient lieu. Mais dans ces deux cas, que ce soit pour la centrale ou pour la bombe, il ne suffit pas simplement de mettre de l'uranium à l'intérieur, comme on mettrait de la poudre dans un pétard ou du bois dans un poêle, et que tout se passerait tout seul. On ne peut pas utiliser l'uranium de cette façon. Tel qu'on le trouve dans la nature, il doit subir un traitement. Il doit passer par un processus industriel. Ce processus, appelé enrichissement, est très complexe, d'où l'attention qu'il suscite. Seuls 13 pays, dont le Brésil, réussissent à enrichir l'uranium. Ce schéma ici, comme tu peux le voir, représente le noyau de l'atome d'uranium. Au centre de l'atome, on trouve des protons et des neutrons, qui sont des particules très petites, bien plus petites que l'atome lui-même. Le type d'uranium le plus courant, il va avoir 92 protons et 146 neutrons. Ceci est un atome immense, d'accord? Pour vous donner une idée, le plus petit de tous, c'est l'hydrogène. Il n'a qu'un proton et même pas de neutrons. Le carbone, dont ton corps est plein, il a 6 protons et 6 neutrons. À cause de ce noyau géant, l'uranium est un peu instable. Le noyau se casse. Il se casse vraiment, il se divise. Et il va former 2 ou plusieurs éléments chimiques différents à partir de cette division. C'est ce qu'on appelle la fission nucléaire, parce que le noyau a été divisé. Et ce qui est important là-dedans, c'est qu'au moment de cette division, beaucoup de chaleur est libérée. Mais vraiment beaucoup. Vraiment énormément de chaleur. Et c'est pour ça qu'on profite autant de l'énergie de l'uranium. Ce type d'uranium le plus courant, on l'appelle uranium-238 ou uranium-238. Parce que si on additionne le nombre de protons avec le nombre de neutrons, ça donne 238.
Ce type d'uranium correspond à environ 99% de ce qu'on trouve dans la nature, d'accord? Mais il existe aussi d'autres types. Et celui qu'on préfère, c'est le 235. Il a toujours 92 protons, mais il a 143 neutrons, ce qui fait un total de 235 ici. L'uranium 235, il est capable de maintenir une réaction dans laquelle il se brise et libère des particules. Ces particules frappent d'autres atomes d'uranium. Ainsi, les autres atomes se brisent aussi et libèrent des particules. Et ces particules vont vers d'autres atomes d'uranium, qui se brisent aussi et libèrent des particules. Et il se produit ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Une réaction en provoque une autre, qui en provoque une autre, qui en provoque une autre. Cela n'arrive qu'avec lui. Les autres types d'uranium se brisent aussi, mais ils ne provoquent pas cette réaction en chaîne. Cette réaction en chaîne fonctionne un peu comme le feu, n'est-ce pas? La chaleur du feu elle-même est capable d'enflammer le reste du matériau qui se trouve là dans un feu de camp, qui prend aussi feu, qui enflamme le reste. Donc elle est super importante pour qu'on puisse utiliser l'énergie de l'uranium dans une centrale ou dans une bombe atomique. Le problème de cet uranium 235, c'est qu'il n'existe pas de mine où on en trouve plein et qu'on puisse simplement le prendre. Il apparaît toujours avec le 238, sauf qu'il y en a en quantité beaucoup plus faible. Il faut trouver un moyen de séparer les deux. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'enrichissement de l'uranium. Alors imaginons que j'ai ici cet uranium, d'accord? Les petites boules noires représentent l'uranium 238. C'est celui que je ne veux pas. Et les petites boules vertes représentent l'uranium 235, celui que je veux. Donc, tu peux voir qu'il y a beaucoup d'uranium 238 et presque pas de 235. Bien, nous allons devoir séparer tout ça maintenant. Ce processus est compliqué, il est plein de secrets industriels. Militaire. Et au final, ce que tu obtiens, c'est de l'uranium qui contient encore beaucoup de 238. Mais la proportion de 235 est plus élevée. Alors, je garde cette précieuse matière. Je mets ça de côté. Je prends encore une charge d'uranium d'origine. Et là, mec, je sépare. Je sépare. Je garde ce qui contient beaucoup de 235. Je mets le reste de côté. À partir de là, tu connais déjà la suite. Je vais répéter. 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 Répéter ce processus. Agora, a gente tem isso aqui, ó. Il y a encore le 238, mais la proportion du 235 est bien plus grande. Cet uranium ici est plus riche en 2, 3, 5. Merci. Enrichi. Le fait est que dans la vie réelle, il n'y a pas une légion de mignons qui sépare les billes noires des billes vertes, d'autant plus que l'uranium n'est pas fait de billes. C'est bien plus laborieux, bien plus compliqué que ce que j'ai fait. Au Brésil, nous avons 2 centrales nucléaires à Angra dos Reis, Rio de Janeiro, que nous avons déjà visitées. C'était l'un des boravés les plus sympas qu'on ait fait ici sur Manual do Mundo. Et ils doivent utiliser de l'uranium enrichi là-bas, et ce processus d'enrichissement est réalisé au Brésil, en utilisant des ultracentrifugeuses. Cette séparation par centrifugeuse, on l'utilise dans notre machine à laver. Tu as sûrement déjà entendu dire « Allez, on va mettre ce pantalon dans la centrifugeuse, il va sécher plus vite ». Les vêtements mouillés dans la machine, quand elle commence à tourner, la tendance, c'est que tout cherche à s'échapper vers l'extérieur, comme avec la toupie qu'on a fait exploser sur Manual do Mundo. Mais dans la machine à laver, le pantalon ne peut pas sortir parce qu'il y a une petite grille autour. Mais l'eau, elle, s'échappe, donc l'eau part, et il ne reste que le pantalon. Au final, tu as un pantalon presque sec. Lorsqu'on lave du linge, on veut séparer le liquide du solide, l'eau du pantalon. D'autres centrifugeuses séparent aussi ce qui est plus dense ou lourd de ce qui est plus léger ou moins dense. Lorsqu'on doit séparer les composants du sang en laboratoire, ça donne envie d'expérimenter pour le voir en pratique, non? Julia Martinato. J'ai apporté plein de petites choses pour qu'on essaie de fabriquer ici une centrifugeuse maison. On a préparé 3 tubes à essai avec du lait en poudre et de l'eau. D'accord, c'est essentiellement du lait, mais du lait reconstitué. Ouais, et l'idée c'est d'essayer de séparer ça ici avec la centrifugeuse et sans la centrifugeuse pour voir lequel va plus vite. On n'a pas de centrifugeuse de laboratoire, mais on a une centrifugeuse à salade. Chez vous, quand vous utilisez cette centrifugeuse, c'est pour séparer l'eau de la salade. Mais dans ce cas, on veut essayer de séparer d'autres choses. Et comment ça fonctionne ? Ici, dans ce petit panier, vous mettez la salade mouillée que vous voulez sécher, vous mettez le couvercle et vous tournez. Quand on tourne, l'eau va vers l'extérieur, elle expulse toute l'eau. Et ensuite, vous ouvrez et votre salade sera sèche.
Je ne peux pas juste mettre ces tubes à essai ici, fermer, tourner et c'est fini, car ils sont mal positionnés. C'est pourquoi on a fabriqué un support. Ce support ici est un support en carton que j'ai découpé au laser avec l'aide d'Allison et on veut placer les tubes à essai juste ici sur le côté. Ils vont rester bien fixés pour que quand on manipule, ils ne bougent pas trop. Julia va faire tourner la centrifugeuse à fond et j'ai un tube identique à ceux dedans. Nous verrons s'il y aura une différence à l'ouverture. Oui, je vais forcer ici, regarde, et faire tourner un moment. Je vais chronométrer 1 minute, Julia, en regardant l'horloge là-haut, d'accord ? Ça n'a pas marché? Non. Ça n'a même pas duré 15 secondes, hein. Les gars, 1 minute est déjà passée. Les jeunes ne savent pas ce que c'est la muekana, tourner la manivelle. Ça c'est trop facile, Julia, regarde. Il reste 5 secondes. Oups. 5. 4. 3, il ne faut pas ralentir. 2. Maintenant, oui, tu peux ralentir. Les amis, je suis essoufflée ici. Non, ça a fait pas mal de différence. Toute la poudre est au fond. Regarde la différence. C'est celui de la centrifugeuse. Celui-ci, c'est le témoin. C'est drôle, la couleur du liquide change peu. On dirait qu'il n'y en a pas autant. Oui. C'est approuvé, hein. Si jamais tu mélanges du lait en poudre par accident chez toi, et si tu veux séparer à nouveau le lait de la poudre, fais cette expérience ici avec Julia, tout ira bien. Il suffit de couper au laser au fond du jardin. Et là, tu vas réussir, grâce à la centrifugeuse, séparer le solide du liquide. Ou le plus dense du moins dense. Pour préparer le combustible pour la centrale, on va mettre les billes d'uranium dans la centrifugeuse à salade. Et il y aura une Julia qui reste là à tourner. Oui, ce n'est pas ça. Il n'y a pas quelqu'un en train de tourner une essoreuse à salade, mais certaines centrifugeuses utilisent l'hexafluorure d'uranium. Ce composé est un gaz d'uranium, et il est important qu'il soit à l'état gazeux, car les molécules sont très petites. Il est donc plus facile de les différencier, elles bougent plus librement, et la centrifugeuse devient plus efficace. En pratique, les molécules de gaz d'uranium 3,5, plus légères et moins denses, restent au centre de la centrifugeuse, tandis que l'uranium 2,3,8, cherchant à s'échapper, se retrouve sur les bords. Exactement. Ce processus ne produit pas beaucoup d'uranium 3,5. Donc, pour cela, nous devons répéter cet enrichissement dans les centrifugeuses encore et encore de nombreuses fois. Et cela forme une cascade d'enrichissement, qui n'est rien d'autre qu'un ensemble d'autres centrifugeuses. Ici au Brésil, après tout cela, on va avoir dans le mélange 1% d'uranium 2,3,5. Après tout ce travail gigantesque, on a encore très peu du bon uranium, mais c'est déjà suffisant pour la centrale. L'enrichissement est tellement laborieux que si une industrie parvient à une concentration de 20%, c'est déjà considéré comme de l'uranium hautement enrichi. Mais pour une bombe nucléaire, il faut atteindre 90%. Cette concentration de l'uranium est justement l'une des grandes différences entre la centrale nucléaire et la bombe nucléaire. Les deux utilisent l'énergie libérée par l'uranium au moment où ils se divisent, mais elles l'utilisent de manière différente. Dans la centrale nucléaire, c'est comme si on préparait un plat sur une cuisinière à gaz. On veut une petite flamme contrôlée qu'on utilise petit à petit. Donc l'uranium là-bas doit durer longtemps, il ne peut pas devenir incontrôlable. Il y a donc de nombreux mécanismes dans la centrale pour que la fission nucléaire, n'est-ce pas, pour que la division des atomes se fasse très lentement. Dans la bombe, c'est exactement le contraire. On veut que l'uranium libère toute son énergie d'un seul coup. Comme ça, boum. En comparant encore avec la cuisine, c'est comme si tu remplissais un énorme ballon de gaz et que tu le faisais exploser d'un coup. Tu utilises toute l'énergie d'un seul coup. Donc là, tu as compris la différence, non ? Dans une centrale nucléaire, tu n'as pas besoin d'autant d'uranium 235, n'a pas besoin d'être aussi chaud, tu n'as pas besoin d'en mettre autant, et la combustion n'a pas besoin d'être aussi enrichie. Dans la bombe, par contre, plus tu as d'uranium 235, plus il est enrichi, mieux c'est. Il doit être extrêmement enrichi. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a que 13 pays qui arrivent à enrichir de l'uranium. Ce sont ceux que tu vois à l'écran. Le Brésil est colorié là, c'est l'un d'eux. Le Brésil a aussi des réserves d'uranium, non ? On a des mines d'uranium, on arrive à extraire cet élément chimique d'ici. Alors, la question se pose. Si on maîtrise l'uranium, pourquoi ne peut-on pas fabriquer de bombes nucléaires ? On parvient à enrichir l'uranium et à faire beaucoup de choses avec, non ? Tem nossas usinas e Pour construire une bombe, il faudrait enrichir un peu plus l'uranium
être capable de l'encapsuler, de le stocker d'une manière spéciale, créer un système de détonation. Je pense que si le Brésil décidait vraiment d'investir de l'argent et du temps là-dedans, on y arriverait à un moment donné. Mais est-ce que c'est intéressant pour le Brésil? Est-ce qu'on veut vraiment faire ça? Notre pays, historiquement, ne s'implique pas dans beaucoup de guerres. Nos frontières aussi. Elles sont là depuis très longtemps, elles sont très bien définies. On n'a pas de conflit avec on n'a pas non plus de grandes disputes avec d'autres grandes puissances mondiales, non? Comme la Chine, les États-Unis. Les États-Unis et la Russie sont toujours en désaccord là-bas. Donc, ne pas construire une bombe de ce type, c'est beaucoup plus un choix du Brésil pour ne pas créer plein de problèmes qu'on n'a pas encore, plutôt qu'un manque de capacité technologique. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. En 1986, peu après la fin de la dictature au Brésil, là-bas, dans la Serra do Cachimbo, au Pará, on a découvert des puits très profonds qui auraient été construits pour des essais de bombes nucléaires. C'était un projet secret du régime militaire. Normalement, ces puits super profonds sont faits pour faire exploser des bombes à l'intérieur sans que personne ne s'en rende compte. Mais autant qu'on le sache, aucune bombe n'a jamais explosé. On n'est jamais allé jusque-là. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que le Brésil a rejeté ce type de projet. En 1990, quand Fernando Collor était président, ces puits ont été bouchés, et il y est allé pour jeter symboliquement une pelletée de chaux, affirmant que le Brésil ne construirait pas de bombes nucléaires et n'était pas intéressé par leur fabrication. Quelque temps plus tard, en 1998, le Brésil a signé un document avec plusieurs autres pays dans lequel il s'engageait à n'utiliser la technologie nucléaire qu'à des fins pacifiques. Le nom de ce document est un peu compliqué. C'est le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Donc aujourd'hui, on n'enrichit l'uranium que pour les centrales d'engrais que nous avons déjà. Les centrales produisent environ 3% de l'électricité du Brésil. Voilà pourquoi j'ai dit plus tôt que tu regardes peut-être cette vidéo grâce à l'uranium. Cette énergie arrive peut-être jusqu'à toi. Il y a une chose qu'on nous a demandé comme si c'était une blague, mais ça a tout son sens. S'il existe de l'uranium enrichi, ne devrait-il pas aussi exister de l'uranium appauvri? Oui, ça existe. Quand tu retires l'uranium 235 de cet uranium que tu avais au début, ce qui va rester, c'est surtout beaucoup d'uranium 238. Donc, ce n'est pas qu'il est pauvre, c'est de l'uranium qui a presque pas de 235. C'est de l'uranium appauvri en uranium 235. Et l'autre, c'est de l'uranium enrichi en uranium 235. Mais le fait qu'il soit appauvri ne veut pas dire qu'il est bon marché, non. Que ce soit un matériau qu'on jette n'importe où, au contraire. C'est de l'uranium qui est moins radioactif, parce que vous en avez retiré ce qui a le plus d'activité radioactive, et il reste un métal super dense qui est utile pour plein de choses. Imaginez un matériau extrêmement dense, lourd. Évidemment, vous allez l'utiliser dans des projectiles d'armes militaires, principalement utilisés pour percer les objets blindés. L'uranium sert aussi à renforcer le blindage grâce à sa grande densité. Il est également employé comme contrepoids dans les bateaux et avions, dans les hélicoptères, et parfois il est aussi utilisé comme blindage pour des matériaux radioactifs. Ce processus est très difficile à réaliser. Il dépend d'une technologie incroyable qui est souvent gardée secrète. Et comme toutes nos connaissances, elle peut être utilisée aussi bien pour de bonnes choses que pour des choses qui ne sont pas si bien que ça. L'uranium peut produire de l'énergie électrique, qui est l'une des choses les plus utiles que l'humanité ait jamais inventées, mais il peut aussi servir à fabriquer des bombes atomiques, qui sont l'une des choses les plus tristes que l'humanité ait jamais inventées. Et c'est pour ça qu'on entend autant parler de l'uranium enrichi, et maintenant, tu sais ce que c'est. Nous vous recommandons la vidéo de Borave sur le fonctionnement de la centrale nucléaire d'Angra dos Reis à Rio de Janeiro, l'une des plus emblématiques selon moi. Elle est vraiment géniale. Si j'étais toi, je la regarderais.